à faire un truc là-dessus. On n'a eu aucune difficulté à trouver des jeunes qui le revendiquent. Il y a beaucoup de groupes. Il existe des instants où tout se brise sans un cri, sans une larme. Et pourtant, la vie ne sera plus jamais la même. Faustine Bollaert, connue pour sa douceur et sa voix rassurante qui accompagne des millions de Français, cache une vérité terrifiante. Son mariage de 13 ans avec Maxime Chatham s'est effondré silencieusement. Pas d'infidélité spectaculaire, pas de scandale médiatisé, mais une trahison invisible, quotidienne, un vide qui rongeait chaque jour un peu plus son cœur et qui a changé sa vie à jamais. Derrière les sourires parfaits et les apparitions publiques soignées, se jouait un drame que personne n'aurait imaginé. Et ce silence, plus cruel que n'importe quel éclat de colère, allait bientôt révéler une frontière qu'elle ne franchirait jamais. Faustine Bollaert n'était pas une femme qui prenait des décisions à la légère. Elle n'avait jamais été de celles qui claquent la porte au premier souffle de vent. Toute sa vie racontait la patience, la retenue et la capacité à supporter quand d'autres s'effondraient. Née à Paris dans une famille mêlant culture bretonne et italienne, elle avait appris dès l'enfance à observer, à écouter, à comprendre les émotions avant de les juger. Cette éducation silencieuse forgea une empathie rare, un don pour percevoir la douleur des autres tout en camouflant la sienne. Un talent qui allait bientôt se transformer en piège invisible, car accueillir la souffrance des autres sans jamais demander de soutien finit par isoler. Et Faustine, malgré son sourire public et sa voix chaleureuse, portait déjà un poids que personne ne voyait. Elle qui racontait les histoires des autres à la radio puis à la télévision. Elle devenait la confidente silencieuse de millions de Français, chaque jour exposée aux douleurs, aux trahisons et aux secrets des vies brisées, et pourtant, personne ne connaissait l'ampleur de sa propre solitude. Personne ne savait que derrière les caméras, elle affrontait ses propres absences, ses propres silences étouffants. Lorsqu'elle rencontra Maxime Chatham, écrivain au monde intérieur complexe et fascinant, beaucoup parlèrent d'un coup de foudre improbable. Faustine incarnait la lumière, l'écoute, la chaleur humaine, lui, l'ombre, les profondeurs de l'âme, les violences refoulées et une obsession pour ses créations littéraires. Cette différence qui d'abord fascinait, rassurait même, allait progressivement devenir un gouffre silencieux. Au début, l'équilibre semblait parfait, le mariage discret en 2012, les enfants Abby et Peter, un foyer stable, protégé, une vie à l'abri du bruit, aux yeux du public un modèle d'idéal moderne, 2 carrières brillantes et respect mutuel apparent, mais derrière cette façade, l'absence répétée de Maxime, ses longues nuits enfermées dans son univers de romans, ses silences habités d'idées et de pages à écrire, commençaient à transformer le calme en tension invisible. Faustine, fidèle à elle-même, respectait, compensait, ajustait, comblait les vides sans jamais les nommer, ignorant qu'il y avait une différence fondamentale entre silence choisi et silence subi. Et le sien devenait progressivement un silence d'attente, une patience qui usait son cœur sans qu'elle s'en rende compte. Les signes étaient subtils mais constants. Un été sans alliance, des photos de vacances où il n'apparaissait jamais, des apparitions publiques solitaires où son absence devenait presque un personnage à part entière. Chaque détail semblait anodin, mais racontait une histoire que seuls les observateurs attentifs pouvaient lire. Et Faustine, dans son quotidien, commençait à sentir que ce qu'elle espérait ne viendrait plus jamais, que l'homme qu'elle aimait n'était plus là de la manière dont elle en avait besoin. Les mots restèrent de polis, les sourires mesurés, mais le vide croissait, inexorablement. Elle continuait pourtant d'avancer, de maintenir la façade, d'assurer les rituels du quotidien, les devoirs, les repas, les bains, les histoires du soir, tout en portant seule une charge autrefois partagée. Et cette accumulation silencieuse, imperceptible pour l'extérieur, était en réalité la trahison la plus cruelle, car elle effaçait sans bruit, rongeait sans éclat et faisait vaciller un pilier que personne n'avait remarqué. Les interactions publiques, comme ce gala caritatif du printemps 2025, révélaient subtilement la fracture. Face aux flashs et aux questions des journalistes, Faustine répondait avec un sourire maîtrisé, doux et tendre, mais ses mots étaient précis, révélateurs. « Je suis venu en tant que mère ». 3 mots simples qui traçaient une frontière invisible mais définitive. Il ne s'agissait pas d'abandon ni de colère, mais d'un refus silencieux de continuer à se perdre, d'un signal clair que le pardon n'avait plus sa place. Et derrière ces mots publics,
dans les coulisses, les regards attentifs pouvaient percevoir un changement radical. Elle n'était plus simplement la femme forte qui supporte tout. Elle devenait celle qui se respecte, qui refuse d'effacer sa propre valeur au profit de l'illusion d'un couple. Et dans cette décision, il y avait une violence intérieure, un fracas invisible plus destructeur que n'importe quelle dispute publique. Car elle ne pouvait plus se battre pour quelqu'un qui ne se battait jamais pour elle. Les semaines suivantes confirmaient ce que ses sens lui murmuraient depuis des mois. Absences multipliées, conversations superficielles, tentatives de rapprochement qui s'échouaient. Et cette accumulation de micro-signes, ce silence constant, annonçait une vérité que l'on n'entend pas, mais que l'on sent profondément. Le mariage n'était plus qu'une coquille vide, un rôle à jouer pour l'extérieur, et Faustine, dans sa solitude intérieure, commençait à réapprendre à respirer pour elle-même, à écouter son propre cœur, à reconnaître que l'amour, lorsqu'il devient déséquilibré et silencieusement destructeur, cesse d'être refuge et devient charge invisible. Et c'est précisément dans ce vide qu'elle allait trouver la force de se reconstruire. Lentement, avec dignité, sans éclat, mais avec une clarté douloureuse, décidant qu'elle ne pardonnerait pas pour ne pas effacer la femme qu'elle était devenue, choisissant une fidélité nouvelle envers elle-même. Et dans ce choix, elle découvrit que la véritable puissance n'est pas dans le fracas mais dans le calme résolu, que la renaissance peut surgir de la plus profonde des solitudes, et que parfois, le plus grand courage consiste à refermer doucement la porte d'un amour qui n'est plus disponible, à accepter le silence comme réponse et à avancer malgré tout, car c'est dans ces instants invisibles que se cache la plus intense des victoires, celle de ne plus se perdre pour quelqu'un d'autre et de redonner vie à soi-même, réapprendre à marcher, à rire, à respirer, à créer autrement, à poser des limites, à se respecter et à retrouver la lumière dans les gestes les plus simples, dans les promenades avec ses enfants, dans les éclats de rire inattendus, dans les instants imparfaits mais authentiques qui disent finalement plus que 1000 mots. Et ainsi, à travers ce silence devenu puissant, Faustine Bollaert commença son voyage vers une liberté intérieure que personne ne pouvait lui retirer. Un chemin que chaque spectateur attentif pouvait sentir, comprendre et peut-être reconnaître dans sa propre vie. Car ce récit, silencieux mais profond, montre que certaines blessures ne se pardonnent pas mais se respectent, et qu'en acceptant cette vérité, la renaissance est possible même après les trahisons les plus insidieuses. L'été 2024 fut pour Faustine Bollaert un tournant silencieux mais irréversible. Un moment où chaque geste, chaque absence, chaque parole mesurée prenait un poids insoutenable. Rien ne semblait dramatique aux yeux du monde. Aucune porte claquée, aucun éclat de voix, aucune valise jetée sur le trottoir. Pourtant, à l'intérieur de la maison, tout avait déjà changé. Maxime Chatham s'absentait de plus en plus longtemps, enfermé dans son univers d'écriture. Plongé dans les ténèbres de ses romans, ses nuits devenaient des refuges où personne n'était invité. Et Faustine, fidèle à elle-même, continuait à maintenir l'équilibre du foyer, à préparer les repas, à organiser les soirées, à corriger les devoirs des enfants, à sourire devant la caméra et à répondre aux abonnés avec une politesse irréprochable. Mais derrière ce masque parfait, elle sentait chaque jour un peu plus le vide se creuser. Elle regardait la chaise vide à table, elle se souvenait des rituels autrefois partagés, elle attendait des mots, un regard, une présence qui ne venait jamais, et cette absence répétée, presque imperceptible pour les autres, devenait pour elle une trahison invisible, plus douloureuse qu'une infidélité flagrante, plus brutale qu'un scandale médiatique, car elle n'offrait rien à combattre, seulement la confrontation silencieuse à une réalité qu'elle refusait pourtant de nommer. Les signes s'accumulaient subtilement. Des photos de vacances où il n'apparaissait jamais, des sourires figés lors des rares apparitions publiques, un mot échangé avec les enfants qui sonnait vide, une conversation interrompue par un appel ou un email, des gestes anodins qui prenaient soudainement une lourdeur insoutenable. Et Faustine, dans sa patience infinie, commençait à comprendre que le mariage qu'elle croyait solide depuis 13 ans se fissurait à petit feu. Que les silences répétés n'étaient pas des pauses temporaires mais des absences choisies. Que la lumière qu'elle aimait chez Maxime s'éteignait progressivement sans qu'aucune flamme ne reste pour la raviver. Puis vint le jour où cette accumulation silencieuse éclata dans son esprit comme un fracas invisible mais dévastateur.
Un soir ordinaire, après un tournage tardif, alors que les enfants dormaient déjà, elle passa devant le bureau de Maxime et vit la lumière filtrer sous la porte. Elle hésita, frappa doucement, aucune réponse. Elle ouvrit et le trouva assis parmi ses feuilles, immobile, plongé dans ses notes, comme si elle n'existait plus, comme si sa présence n'était plus nécessaire, et lorsqu'elle murmura d'une voix presque fragile « Il faut qu'on parle », la réponse tomba, simple, sèche, inéluctable. Plus tard, ce mot, banal en apparence, fut pour elle un coup silencieux mais fatal. Il incarnait tout ce qu'elle avait senti depuis des mois, toute l'absence, toute l'indifférence, toute la solitude accumulée. Et pour la première fois, Faustine comprit que le pardon n'était plus possible, non pas par colère ou orgueil, mais parce que continuer à espérer aurait été s'effacer une fois de plus, renoncer à soi-même pour une illusion de couple, et ce soir-là, seule dans la cuisine, elle regarda la chaise vide et sut que cette absence n'était plus accidentelle, elle était devenue un choix conscient. Et dans cette prise de conscience douloureuse mais lucide, une clarté nouvelle naquit. Elle décida de ne plus se perdre pour quelqu'un qui ne se battait jamais pour elle. Elle décida que l'amour pouvait être respecté mais pas au prix de sa propre vie intérieure. Et dès cet instant, Faustine commença à tracer un chemin de reconstruction silencieux, mais irréversible. Un voyage où chaque pas serait pour elle, pour retrouver sa voix, son énergie, son sourire sincère, et non pour maintenir une façade que plus personne ne voyait réellement. L'automne 2024 fut marqué par une succession de signes publics qui semblaient anodins mais étaient chargés de sens pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Au flash des photographes lors d'un gala, elle apparut seule, souriante, polie, répondant à la question attendue sur l'absence de son mari. « Je suis venue l'écouter en tant que mère. » 3 mots qui scellaient une frontière invisible mais définitive. Elle ne disait ni colère ni abandon. Elle disait simplement ce qu'elle était encore et ce qu'elle ne serait plus jamais. Et pour ceux qui la connaissaient, ce fut un signal clair. La rupture n'était pas un éclat soudain, mais le résultat d'une accumulation silencieuse, invisible aux yeux du public, mais dévastatrice dans l'intimité. Dans les semaines qui suivirent, Faustine changea subtilement, son sourire moins maîtrisé, plus fragile, plus vrai, des gestes qui montraient qu'elle reprenait possession de sa vie. Elle commença à parler à l'antenne d'estime de soi, de limites à poser, de l'importance de ne pas se perdre dans l'attente de l'autre, tout en gardant son histoire secrète, laissant passer des vérités universelles sans en révéler la source. Et dans cette reconstruction, chaque moment banal avec ses enfants, chaque promenade, chaque fou rire, chaque goûter improvisé, devint une victoire silencieuse, une preuve que la force n'était pas dans le fracas, mais dans le calme résolu. Et à travers ces instants imperceptibles, Faustine trouva enfin la liberté intérieure que le mariage brisé avait presque effacée. Elle réapprit à marcher pour elle-même, à rire pour elle-même, à créer autrement, à accepter que certaines blessures ne se pardonnent pas mais se respectent, et que c'est dans ce respect de soi que naît la véritable renaissance, celle qui ne crie pas mais qui s'impose dans le quotidien. Et pour chaque spectateur attentif, pour chaque personne qui a déjà porté trop longtemps un amour à bout de bras, cette histoire résonne comme un écho. Le silence peut être plus puissant que 1000 cris, la solitude plus révélatrice que 1000 conseils, et parfois, choisir de se relever seul est le plus grand acte d'amour que l'on puisse offrir. Les mois qui suivirent l'été 2024 révélèrent la profondeur du gouffre invisible qui s'était installé entre Faustine et Maxime. Chaque absence répétée, chaque regard détourné, chaque phrase anodine qu'il prononçait devenait un signal silencieux mais lourd de sens. Faustine sentait son univers se fissurer sans bruit. Les rituels quotidiens qu'ils avaient autrefois partagés se transformaient en obligations solitaires. Elle préparait les repas seule, organisait les devoirs et les histoires du soir. Elle regardait les enfants et se rendait compte que le mari qu'elle aimait n'était plus là, non pas physiquement, mais émotionnellement. Et cette distance subtile mais constante s'insinuait dans chaque moment, même ceux qui semblaient les plus anodins. Une conversation banale sur le dîner, un échange sur les devoirs, un simple sourire échangé avec les enfants. Tout devenait un miroir de son isolement silencieux. Et Faustine, fidèle à son habitude de patience,
continuait à encaisser, à compenser, à maintenir la façade, tout en sentant sa force intérieure s'éroder. Elle qui avait toujours cru que l'amour se mesurait à la constance et à la présence, se confrontait désormais à un vide croissant qu'aucun geste ne pouvait combler. Et les signes du déséquilibre étaient partout mais insidieux. Un été passé à photographier les enfants sans qu'ils n'apparaissent jamais. Des déplacements professionnels où il disparaissait dans son monde de romans et d'écriture. Des soirées publiques où il semblait absent, même lorsqu'il se tenait à ses côtés. Et dans ces moments, Faustine percevait une vérité qu'elle n'avait jamais voulu affronter. L'homme qu'elle avait choisi pour partager sa vie n'était plus disponible, non par méchanceté, mais par absorption totale dans son propre univers. Un univers qu'elle respectait autrefois, mais qui maintenant la laissait seule face à la réalité de son mariage. Et cette solitude croissante devenait chaque jour plus tangible, plus difficile à ignorer. Elle commençait à sentir la fatigue silencieuse s'installer dans ses gestes, dans son sourire, dans sa voix à l'antenne. Cette énergie qu'elle déployait pour écouter, comprendre et soutenir les autres devenait une ressource qu'elle puisait pour survivre elle-même. Et le contraste entre sa vie publique rayonnante et son monde privé en déclin était plus douloureux que n'importe quel conflit spectaculaire. Car il n'y avait pas de scène à montrer, pas de cris à entendre, seulement l'accumulation de micro-signes, de silences et de regards qui ne se croisent plus. Et au fil des semaines, cette tension invisible atteignait son apogée lorsque Faustine réalisait que les petites attentions qu'elle attendait depuis des mois, ces preuves de présence et d'amour silencieuses qu'elle croyait acquises, n'arrivaient jamais, que chaque mot échangé avec Maxime semblait calculé, distant, comme s'il ne savait plus comment être simplement là, et cette révélation progressive transformait la fatigue en douleur sourde, en un sentiment d'effacement, plus dévastateur que n'importe quelle dispute, car il ne laissait rien à combattre, rien à corriger, seulement à observer, à accepter, à encaisser. Et Faustine, malgré sa maîtrise légendaire, commençait à ressentir que l'invisible pesait plus que tout ce qu'elle avait enduré jusque-là. Que la lumière qu'elle aimait chez Maxime s'éteignait lentement, mais sûrement, et que l'ombre dans laquelle il s'enfermait ne ferait jamais partie de sa vie comme elle l'avait espéré. Chaque absence, chaque regard détourné, chaque mot vague contribuait à dessiner une frontière invisible mais réelle, une limite qu'elle n'aurait jamais cru devoir tracer. Et c'est précisément dans ce contexte de tension silencieuse, d'isolement intérieur, de patience mise à l'épreuve, que Faustine commença à percevoir l'ampleur de la fracture. Non pas dans un éclat de colère, non pas dans un scandale médiatisé, mais dans la répétition quotidienne des gestes, des silences et des absences qui racontaient une histoire que les mots ne pouvaient pas traduire. Et cette histoire, pleine de non-dits et de contradictions, construisait inexorablement un moment de bascule qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un moment où elle comprendrait que continuer à espérer pour un amour qui n'existait plus serait s'effacer une fois de plus, et que même le plus discret des silences pouvait devenir une force dévastatrice, capable de transformer une vie entière. L'automne 2024 apporta avec lui une série de petites révélations silencieuses qui, mises bout à bout, faisaient vaciller tout l'univers de Faustine Bollaert. Chaque matin, elle se levait avec la sensation d'un poids invisible. La maison semblait plus grande, plus vide. Les rires des enfants résonnèrent dans un espace qu'elle partageait désormais seule, et Maxime, absorbé par son écriture, disparaissait à nouveau pour des nuits entières, laissant derrière lui des feuilles griffonnées, des notes éparses et un silence oppressant. Et Faustine, fidèle à son habitude, continuait à sourire devant la caméra, à accueillir les histoires des autres, à offrir des conseils, à poser des questions. Mais à l'intérieur, elle sentait la fissure s'élargir. Chaque regard détourné, chaque mot vague, chaque absence non expliquée, devenait une preuve silencieuse qu'elle n'était plus au centre de son propre mariage. Et ce constat, petit à petit, se transformait en douleur aiguë. Une douleur qui ne se montrait pas, qui n'avait pas de cris ni de larmes, mais qui s'infiltrait dans chaque geste, chaque décision, chaque pensée. Et Faustine se rendait compte que la patience qu'il avait définie toute sa vie, cette patience qu'elle avait toujours considérée comme une vertu, était en réalité devenue un piège invisible qui l'épuisait. Et pourtant, elle n'abandonnait pas, elle continuait à soutenir, à maintenir le foyer, à organiser les repas, les soirées,
à rassurer les enfants, tout en observant Maxime s'éloigner un peu plus chaque jour dans son univers. Et il y avait des moments presque imperceptibles mais lourds de sens, comme lorsque, lors d'un dîner, un sourire esquissé tombait dans le vide, ou quand elle posait une question sur la journée et recevait un simple « ça va » ou « plus tard » comme réponse. Et ces mots, si anodins en apparence, résonnaient en elle comme des coups silencieux, car ils signifiaient que l'homme qu'elle aimait n'était plus disponible, pas par méchanceté mais par immersion totale dans son monde. Et cette réalisation l'a confrontée à une vérité qu'elle n'avait jamais osé envisager, que l'amour pouvait s'éteindre sans drame apparent, qu'un mariage pouvait mourir dans le silence et la répétition, que l'absence répétée, la distraction constante, le détachement quotidien pouvaient devenir plus destructeurs que n'importe quelle dispute publique, et Faustine, dans ces moments seuls, commençait à ressentir une colère douce mais percutante, une tristesse sans larmes, un désespoir qu'elle ne pouvait partager, car elle avait toujours cru que la force signifiait supporter sans se plaindre. Et maintenant, cette force se retournait contre elle. Chaque acte de patience devenait un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Et chaque regard de ses enfants, si lumineux et innocent, lui renvoyait l'écho de ce vide. Elle se demandait comment un amour si longtemps nourri pouvait se transformer en un espace vide et silencieux. Comment un compagnon de vie pouvait devenir un étranger? Et c'est précisément dans ce mélange de déception et de lucidité que les signes se multipliaient. Maxime rentrait plus tard, parfois pas du tout. Des rendez-vous professionnels l'éloignaient encore. Et lorsque la maison était silencieuse, il arrivait qu'elle trouve une lumière filtrée sous la porte de son bureau. Entendre les pages tourner, voir des notes éparses, mais jamais un mot pour elle, jamais un geste pour combler la distance. Et chaque silence s'accumulait, chaque absence devenait une preuve, chaque moment banal un révélateur. Et Faustine comprenait peu à peu que ce qu'elle attendait depuis des mois, peut-être des années, n'arriverait plus jamais, que les efforts pour maintenir le lien, pour combler l'espace, pour sauver un mariage silencieusement mourant, étaient désormais vains. Et cette accumulation de signes, ces micro-indications, ces silences répétés, construisaient un crescendo émotionnel, un moment imminent de bascule, un point invisible mais inévitable où la patience touchait ses limites. Et Faustine, malgré toute sa maîtrise et sa retenue, sentait que ce point approchait, qu'un mot, un geste, une absence de plus pourrait tout changer, car la vérité, longtemps cachée derrière les sourires et les gestes quotidiens, se dessinait avec clarté. Et le calme apparent n'était qu'un masque sur une tempête prête à éclater, une tempête silencieuse mais capable de transformer à jamais la perception de l'amour, du couple et de la vie partagée. Et c'est dans cette atmosphère tendue, faite de gestes imperceptibles, de regards détournés et de mots jamais prononcés, que Faustine se préparait, sans le savoir encore, au moment précis qui scellerait la frontière invisible entre elle et Maxime, le moment où elle comprendrait que la continuité du mariage n'était plus possible, où elle réaliserait que chaque effort pour combler le vide avait atteint ses limites, et que le silence, plus parlant que n'importe quel mot, devenait enfin la seule réponse à une absence qui ne pourrait plus jamais être comblée. Si vous avez ressenti un jour cette solitude silencieuse, cette fatigue intérieure qui pèse plus que n'importe quelle dispute, vous comprendrez Faustine Bollaert, cette femme qui a porté pendant des années le poids de la vie des autres sans jamais se plaindre, qui a souri quand son cœur se brisait en silence, et qui pourtant a trouvé la force de se relever, de se respecter, de choisir sa propre lumière. Son histoire n'est pas seulement la sienne. Elle résonne avec chacun d'entre nous qui avons aimé, espéré, patienté, qui avons parfois cru que supporter l'absence ou l'indifférence était une preuve de courage, et qui avons découvert que parfois, le vrai courage consiste à se placer en premier, à poser des limites, à s'aimer suffisamment pour ne pas se perdre. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous avez reconnu vos propres silences, vos propres sacrifices, laissez un commentaire pour partager vos émotions, pour dire que vous vous sentez compris, et pour montrer à tous que personne n'est seul dans ces épreuves. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous pour que d'autres puissent s'identifier et trouver un peu de réconfort dans cette histoire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits intimes, profonds et puissants. Des histoires qui murmurent des vérités sur l'amour, la patience, la force intérieure et la résilience. Car parfois les histoires les plus fortes ne crient pas,
elles se taisent et avancent. Et dans ce silence, chacun peut trouver la force de se relever et de se reconstruire.